J'avais emmené ma mère voir un film qui racontait cette histoire, La Saison des Hommes, rediffusé au cinéma de la rue Saint-André-des-Arts. Enfin, quand je dis voir un film, au cinéma, ma mère m'observe plus qu'elle ne regarde l'écran, pour calquer ses réactions sur les miennes ou bien pour chercher des réponses enfouies sur mon visage, les secrets ou les siens. Je ne lui présente pas Albert. Je sais qu'elle trouvera des grands airs et je préfère m'abstenir de son regard sur nous. Le pire au cinéma, c'est quand les yeux de ma mère me fixent dans le noir, comme si j'étais le miracle de sa vie. Ses lunettes loupes pèsent alors 10 tonnes. Il me prend l'envie que la salle se fissure entre elle et moi. Qu'elle se rende enfin compte que je suis loin de valoir ce qu'elle projette sur moi. Que je joue ce rôle de la bonne fille que je ne suis pas. Qu'elle cesse enfin de me couver, de m'oppresser. Elle m'accable quand elle est trop. Quand elle brave la pluie, le froid, la tempête et les correspondances du métro pour m'apporter un plat qu'elle a cuisiné, jusque devant mon lycée. Parce qu'il faut absolument que j'y goûte. Comme mes frères, ce serait injuste autrement. Cette portion issue des rites et des privations passées lui confère le food power sur ses enfants. Elle croit que c'est le seul qui lui restera pour nous garder jusqu'au bout auprès d'elle, dans cette France, à qui elle nous a donné. Cette chance qui nous éloigne chaque jour un peu plus. Ses fragilités m'écrasent autant que ses forces. Je déteste aussi quand elle me regarde partir longtemps, sur les pas de sa porte, sur le pas de sa porte, au bord des larmes, comme si c'était la dernière fois, alors que nous nous voyons souvent. Les larmes héritées des femmes de sa lignée qui voyaient s'en aller en mer et par les terres ceux qui ne reviendraient pas toujours. Le sel de la culpabilité éternelle pour ceux qui s'en vont suivre leur étoile. Libérés des 5 branches, tête, mains, jambes. Mazita me dit souvent « Arrête de me regarder ». J'espère qu'elle ne ressent pas cette lourdeur-là. Aime ton avocat comme ta mère, il est le seul avec elle à pouvoir te défendre sans te croire, dit un bon mot. Ma mère n'est pas restée à Djerba longtemps. Mais les insulaires gardent toujours le poids de leur sable d'origine dans les poches. Elle pleure avec l'héroïne de La Saison des Hommes qui a un enfant malade. C'est l'île de sa mère et de son enfance, avec ses rites et ses archaïsmes. Les attentes et les désespoirs des Djerbiennes, l'amour tôt déçu, reporté tragiquement sur les enfants, étouffés de passion et de couverture. Les hivers rudes, les crises de nerfs, les préparatifs des femmes dans l'attente du retour annuel de leur mari, souvent parfumé par une autre. Les injustices et les trahisons, les méchantes belles-mères jalouses du moindre bonheur à la ronde, la folie qui guette dans l'enfermement de la forteresse familiale, les suicides dans les profonds puits de Manzel, les tenues, les draps brodés, les tissages, tout est dans ce film. Le viol de fillettes aussi. Elles avaient des cheveux de mouton noir, très différents de ceux de Zita. Ma fille va-t-elle aussi se réveiller un beau matin pour m'annoncer qu'il est temps de cueillir ensemble des fleurs fraternelles du Ramadan? La suivrai-je plus qu'Albert? Je repense au piano de Giuseppe qui dépérit à Djerba. Lui aussi orphelin de doigts magiques. Albert joue avec sa joie. Giuseppe embarquait tout le monde à la porte des enfers dans le charme de sa musique. En tout cas dans un autre monde qui aspirait trop loin et qu'il fallait être en mesure de quitter. Je n'avais pas les épaules assez solides, moi, pour repousser les eaux noires, m'accrocher et retrouver la rive. Petite, j'ai voulu très fort apprendre l'instrument. Je le voulais par imitation, sans doute, mais à cet âge, c'est violent. Toutes les fillettes du centre-ville, où se trouvait mon école, je ne sais quel hasard, ou main de fée municipale, nous avait placés dans la meilleure école publique de la ville, loin de la cité. Faisait de la danse classique et jouait du piano. Zita se jette sur celui d'Albert, quand il n'est pas là, frappe sur les touches des orages et des turbulences. Mazita
peut faire toutes les activités qu'elle veut. Quand c'est cher, je me débrouille, je trouve des associations. Ma mère, elle n'a pas su faire pour le piano. Elle en a trop dépoussiéré avenue de la Dame Blanche. Mais c'est elle qui faisait pleuvoir les livres chez nous. Elle dénichait de tout, heureuse quand nous lui arrachions des mains une BD jaune un peu grasse, une encyclopédie, des grandes découvertes ou un Alice détective. Zita déniche des trésors chez Albert, livres et jouets oubliés. Elle déplace les statuettes africaines, essaie des tenues hindoues, caresse les oiseaux empaillés, déballe des cadeaux. Elle ouvre un placard et c'est la caverne d'Ali Baba. Ma fille ne se sent pas, je pense, condamnée à être étrangement vêtue comme je l'étais. Je partais le matin, habillée, de magnifiques robes cousues par ma mère, selon des patrons de mode, tissus en promo de chez Bouchara. L'un de ces QG, puisqu'il fallait toujours apporter des coupons en Tunisie, où la plupart des femmes de la famille se faisaient encore finir leurs robes, quand elles ne les confectionnaient pas elles-mêmes. Le Made in China n'avait pas encore déferlé, ça revenait moins cher. Et donc se taillaient des tenues à la mode, qui respectaient les pudeurs. Mais hélas, j'étais mal fagotée par-dessous. Des collants verts ou rouillés, parce que c'était les moins chers du marché. Des chaussures achetées trop grandes pour durer, avec du coton au bout, qui empêchaient de bien courir, comme de jouer à la marelle sans tomber. Les autres fillettes de l'école portaient des collants roses et des babilles. Je détestais mes cheveux dans lesquels aucune barrette ne tenait. Mes couettes de miquette. À ma demande, ma mère m'avait rasé la tête un été, pour voir s'il repousserait autrement. Elle avait pleuré sur mon crâne chauve, parce que ça lui rappelait la poupée dégarnie sur laquelle elle avait collé ses propres cheveux, à mon âge. Au parc, toutes mes copines relevaient mon chapeau de paille à cerise pour voir où c'en était, si le miracle se produisait. L'application quotidienne d'une mixture d'œufs au cumin et à la chicorée n'avait rien changé à l'affaire. Merci Mila. J'avais aussi des problèmes de légitimité à me présenter comme tunisienne et revenir sur le terrain en justicière. Arabe de France, je savais à peu près ce que ça voulait dire, et encore. Et des problèmes administratifs. Ma nationalité tunisienne était devenue impossible à prouver. J'avais balancé mon passeport tunisien dans la Seine, à mes 16 ans, au pied de chez Albert, juste parce que je n'aimais pas ma photo dessus, sans savoir que c'était interdit. Je ne sais si ma mémoire me joue des tours heureux, mais j'ai l'impression d'avoir levé la tête à ce moment-là, et qu'un homme arpentait son appartement derrière la verrière de son salon. Lui. Cette histoire de perte de traces d'identité a été un problème à plusieurs moments de ma vie. Chaque fois que je rentre en Tunisie, les grands contrôles de papier, les humiliations, enfin du temps de Ben Ali surtout. Qui est ton père? Pourquoi n'as-tu pas de documents tunisiens? Tu as donc oublié ton pays? Je n'ai pas pu voter aux premières élections tunisiennes libres. Après la chute du dictateur, me contentant de m'asseoir en face du consulat avenue d'Iéna, face à la foule en liesse, certains avaient été interdits de leur territoire de naissance. D'autres l'avaient boycotté ou le craignaient. En ressortant, ils affichaient fièrement leurs doigts bleus, après l'empreinte digitale qu'ils avaient dû apposer, le bleu des portes tunisiennes. Il y avait eu aussi ce jour où, après la mort de Giuseppe, j'avais répondu à une annonce pour travailler à l'Institut de France de Tunis. Un poste de préposé aux livres. Cahier au couteau pour moi. Mon dossier était retenu, mais il me fallait renoncer officiellement à ma nationalité tunisienne, si je voulais travailler pour la France dans mon pays d'origine. Je l'aurais fait, parce que ce n'était que paperasse, tout ça. Je serais à vie tunisienne et française. J'ai une tête, un nom, 2 langues, 2 sols. En tout cas, impossible de renoncer à ce que l'on ne pouvait pas prouver de soi. L'une de mes citations préférées, verset de Saint John Perse, dans Exil, ne disait pas autre chose, « J'habiterai mon nom », fut ta réponse au questionnaire du port.
et sur les tables du changeur, tu n'as que de troubles à produire. Quand j'allais en Tunisie enfant, les personnes à qui nous étions présentés nous posaient toujours 2 questions. La première, étrange lot de tous les petits là-bas, tu préfères ton papa ou ta maman? La seconde, réservée aux immigrés, tu préfères la France ou la Tunisie? En général, enfant, tous les petits beurs préféraient la France. Il y manquait juste le soleil et la plage. Mais il y avait la récré, les copains et la télé. On avait vite fait le tour des programmes du bled, entre les feuilletons égyptiens, les schtroumpfs en arabe littéraire, et les émissions de jeux de l'arrêt qui parvenaient jusqu'à la Médina. Les bisous étaient censurés sur les films de chaînes françaises, aucun intérêt pour les filles. La réponse à la seconde question se scindait ou se complexifiait plus tard.